Chargée de cours au département de linguistique et de traduction à l'Université de Montréal, Atissa Bélan travaille en tant que réviseuse depuis quelques années et j'ai eu l'honneur de discuter avec elle sur un sujet longtemps négligé par les traductologues, malgré son importance primordiale dans tout processus de traduction, à savoir la révision. Madame Bélan, qu'est-ce que la révision et pourquoi c'est important? La révision, en fait, c'est un contrôle de qualité qu'on fait sur une traduction. C'est vraiment un autre œil qu'on porte sur le travail, juste pour faire des vérifications, pour s'assurer que le sens a été bien compris, qu'on a bien respecté la langue, que le style coule bien, la tonalité. Donc, c'est vraiment, il faut voir aussi la révision comme un travail de collaboration. Il n'y a pas de relation hiérarchique où la personne qui fait la révision serait d'un niveau supérieur. Donc, ici, c'est vraiment pas le cas. Donc, chacun a ses compétences propres. Donc, tu as le traducteur, tu as le réviseur. Bon, c'est sûr que souvent, le réviseur va avoir quelques années d'expérience en traduction derrière la cravate, mais pas nécessairement. Dans certains endroits, ils vont faire ce qu'on appelle de l'interrévision. Il y a tout un processus de traduction qui existe. À partir du moment où le texte est rédigé, il est traduit, ben ensuite il est révisé, ça fait partie d'un tout pour, à la fin, dans le fond, livrer un produit de qualité au client. Donc, le texte réponde à l'objectif pour lequel il a été écrit, donc qu'il soit bien adapté à son public. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir vraiment tout le processus traduction-révision. Quels sont les principaux types de révision? Il y en existe quelques-uns. Donc, on a ce qu'on appelle la révision bilingue, donc évidemment qui est la révision d'une traduction, donc d'un texte qui a été traduit. Mais il y a aussi la révision unilingue, donc qui est vraiment la révision d'un texte en français ou dans une langue unique, donc pour laquelle il n'a pas été traduit. Un texte rédigé directement en français, ou en anglais ou dans n'importe quelle langue. Donc, c'est un contrôle de qualité qui est différent parce qu'il n'y a pas besoin de vérifier l'équivalence de sens. Donc là, on va s'attarder plus à certaines choses dans ce type de révision-là. La forme, le fond, donc les informations qui sont contenues aussi, les faits. Donc, vérifier les erreurs, s'il y aurait des erreurs de date ou de chiffres. Et là, on va porter plus attention, c'est ça, au style, à l'idiomatisme, à la langue, la typographie, la ponctuation. Il y a aussi l'interrévision, qui est simplement la révision par deux collègues. Donc, ils vont s'échanger leur texte. Donc, ça, il y a ça. Il y a un autre type de révision qui s'appelle la correction des preuves, qui est un peu différente dans le sens où ça survient après le processus de révision bilingue. Donc là, c'est un troisième œil, dans le fond, un troisième avis, mais qui est là beaucoup plus vraiment les dernières coquilles qui pourraient s'être glissées, les petites erreurs de grammaire qu'on aurait pu laisser passer, la typographie, la mise en page, beaucoup. Donc, on le considère quand même comme un type de révision, mais c'est connexe, là. C'est vraiment un contrôle de qualité plus au niveau de la mise en page, au niveau de la présentation aussi du texte, parce que le réviseur linguistique ne va pas nécessairement s'attarder à ça, tandis que le correcteur d'épreuve a certaines compétences. Donc, selon où ça va être publié, bon, si c'est sur un site web, dans un magazine, donc il y a certains critères propres à toutes ces publications-là que le correcteur d'épreuve va connaître. Donc, c'est un peu une spécialité un peu plus pointue, si on veut, de la révision. Puis, on pourrait inclure là-dedans aussi la post-édition, mais qui se trouve plutôt à être un hybride entre la traduction et la révision, mais on peut le placer là parce qu'il s'agit quand même d'une forme de contrôle de qualité puis de vérification du texte. Dans certains cas où la sortie machine ne serait pas convenable, là, il faut proposer une autre solution. Donc, c'est pas simplement de la révision. Là, il faut faire appel à nos compétences de traducteur pour proposer une solution plus adéquate. Donc, dans le cas où le segment serait passé à côté, parce que ça arrive souvent, là, il ne tient pas nécessairement compte du contexte. La machine ne réfléchit pas nécessairement. Des fois, il va prendre les mots au sens propre alors qu'il faudrait les prendre au sens figuré ou l'inverse. Donc, c'est pour ça que c'est pas
juste de la révision, ça inclut quand même une certaine forme de traduction, de reformulation quand ça s'impose. Il faut absolument que le travail de post-édition soit confié à un langagier, que ce soit un traducteur ou un réviseur, pas à juste une personne simplement bilingue là, qui n'aurait pas les compétences textuelles. C'est pas écrit nulle part que tu n'as pas le droit de faire ça, mais si tu n'as pas les compétences qu'il faut, ben tu le fais pas. C'est la même chose si quelqu'un te donne à traduire ou à réviser un texte en pharmaceutique puis tu n'en as jamais fait de ta vie, éthiquement, tu ne peux pas l'accepter parce que tu n'as pas les compétences qu'il faut. Il faut connaître un minimum le domaine, même si tu n'es pas un expert, il faut avoir un minimum pour connaître justement la phraséologie, la terminologie. Donc, c'est un peu la même chose. Mais je te dirais la grande majorité des traducteurs ou des réviseurs vont toujours travailler vers leur langue maternelle, mais il y en a des gens, oui, qui sont vraiment compétents, une très forte compétence dans les deux sens, mais je pense qu'il n'y en a pas énormément, mais ça existe. Puis, ben, il y a aussi l'autorévision, bon, qui est effectivement la révision par le traducteur lui-même de son propre texte. Donc, mais on le classe aussi comme dans un mode de révision parce que c'est la même démarche ou à peu près que si c'était un texte d'une autre personne. Donc, la démarche est la même. C'est pour ça qu'on le considère aussi donc faire partie des types de révision. Existe-t-il une démarche ou des étapes de révision? Tout à fait. On ne peut pas se lancer comme ça dans un texte. Bon, quand on a un texte sous les yeux, on ne peut pas juste dire OK, je le révise. Il faut se poser pour commencer certaines questions. Par exemple, savoir c'est quoi le public cible, c'est très important parce que ça va influencer le niveau de langue, la tonalité. Donc, il faut savoir aussi exactement quel est notre mandat de révision. Est-ce qu'on veut une révision complète? Est-ce qu'on veut une révision seulement de la langue? Donc, il faut se poser ces questions-là. Bon, où ça s'en va dans la francophonie, par exemple? Est-ce que c'est destiné à un public francophone québécois, européen, africain? Donc, ça aussi, ça influe nos choix. Donc, il faut vraiment situer le texte dans son contexte. Ça, c'est la première étape. Ensuite de ça, l'œil, en fait, ne peut pas capter toutes les erreurs d'un coup. Donc, il faut impérativement faire au moins 2 lectures de son texte pour pouvoir vraiment cibler les erreurs qu'on veut corriger. Donc, en fait, il y a vraiment 2 étapes. Donc, la première qui consiste à vérifier le sens du texte anglais. Donc, dans une première lecture, c'est là où on fait la révision comparative, phrase par phrase, anglais-français, pour s'assurer que le sens est respecté. Et une fois qu'on a fini ça, on peut laisser notre anglais de côté en deuxième étape. Et là, on va plutôt se concentrer sur la langue, le style, la lisibilité, la clarté du texte. Donc, parce qu'on ne peut pas attraper d'un seul coup, d'une seule lecture, toutes les erreurs de sens, toutes les erreurs de grammaire. On risque d'en laisser passer de part et d'autre. Donc, il y a toujours 2 lectures qui sont vraiment recommandées. Après, il faut générer le texte informatif, si c'est un Word, un PowerPoint, un Excel. Et là, on voit comment justement les éléments se placent. S'il y a des choses qui ont bougé, il faut rectifier un peu la présentation. Donc, c'est important. Ça permet aussi de voir les répétitions. Par exemple, si on a répété le même mot, si on dit, ah ben là, on pourrait remplacer par un pronom, parce que des fois, segment par segment, tu penses pas, tu n'as pas une vue d'ensemble du texte. Donc, et puis, à la toute fin, on suggère aussi de faire une dernière étape de contrôle de qualité qui est simplement les correcteurs orthographiques. Parce que, bon, c'est pas impossible qu'on ait laissé échapper une petite coquille ou, à un moment donné, on a fait un changement dans notre texte pour l'améliorer, on a oublié de corriger un accord. Puis, on vérifie aussi la typographie à la fin. La mise en page générale aussi, voir si le format est semblable à l'anglais. La dernière étape qu'on appelle donc vérification finale. Donc, pour vraiment assurer la qualité optimale du texte.
Quels sont les pièges à éviter en révision? Ben, il y en a quelques-uns. En fait, j'en parle souvent avec mes étudiants de ça. Les pièges, on est langagier, puis on aime les mots, on aime les textes, que ça soit beau et peaufiné, tout ça. Sauf que dans le contexte, ça va, mettons, dans un cours, en milieu d'apprentissage, on peut se permettre un peu plus de peaufiner les textes, mais moi, j'essaie toujours de mettre mes étudiants en contexte réel de marché du travail. Donc, il y a toujours une contrainte de temps, une contrainte de budget. Donc, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de travailler, quand on commence notre révision, de trop s'attarder sur le style au début, au détriment de la validation du sens, parce que au final, c'est ça qui compte le plus. Donc, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut adopter un ordre de priorité dans notre révision, valider le sens en premier, l'équivalence, donc entre l'anglais et le français. Une fois que ça c'est fait, la grammaire, la syntaxe, tout ça, le texte est clair, logique, c'est bon. Ensuite, OK, le style, on peut le mettre beau, il nous reste du temps, ben on le met beau. Mais en fait, on le met beau aussi, ça dépend où il s'en va. Si c'est une note de service qui s'en va à des employés pour leur dire, ah, ben écoutez, il y a le party de Noël, tu vas pas passer 3 heures à mettre ça beau. C'est un discours de président, chef de la direction, tu vas dire, OK, là, on va peaufiner. La deuxième chose, il faut essayer d'éviter, dans la mesure du possible aussi, d'imposer ses préférences personnelles. Bon, c'est sûr, quand on est réviseur, on aurait probablement traduit nous-mêmes le texte d'une autre façon, sauf qu'il ne faut pas changer pour changer, là. Il ne faut pas mettre un synonyme parce qu'on aime mieux ce mot-là à un autre mot. Il faut se dire, OK, est-ce que j'ai une raison valable de changer ce mot-là ou c'est juste parce que moi, je l'aime plus? Plus on intervient sur un texte, plus on risque d'ajouter des erreurs. Donc, il faut vraiment intervenir minimalement, mais tout en respectant donc les critères. Parce que le réviseur, généralement, on dit qu'il va prendre la moitié du temps de traduction pour faire son travail. Donc, il y a toujours ça, la contrainte de temps. Puis le réviseur arrive toujours presque en dernier du processus. Donc, s'il y a eu des retards auparavant, ben là, le réviseur se trouve un peu pressé. Donc, de toute façon, souvent, il n'y aura pas le temps de faire des changements démesurés. Ensuite aussi, il faut faire preuve de souplesse. Notre langue évolue. Des fois, il y a des éléments, des termes qui étaient considérés fautifs, qui sont maintenant passés dans l'usage. Il ne faut pas rester campé sur ces positions de il y a 20 ans, ce terme-là était considéré fautif. Aujourd'hui, il est accepté. Il faut évoluer avec l'usage. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu faire preuve de purisme outrancier dans le sens où, à un moment donné, il faut se dire, OK, ce terme-là est accepté, je n'ai pas de raison de le changer. On suggère aux réviseurs de ne pas se fier juste à une seule source. Je vais consulter au moins 3 ou 4 sources, puis je vois qu'est-ce que la majorité dit. Voilà, c'est ces pièges-là auxquels il faut être sensibilisé un peu en tant que réviseur, mais je pense qu'il faut tomber dedans au moins une fois pour le comprendre. Quelle attitude doit-on avoir pour être un réviseur? La première chose que je dis toujours, il faut aimer la langue, il faut aimer les mots, il faut aimer jouer avec la langue et jouer avec les mots. Il faut, le plus important, il faut vraiment avoir la minutie, donc la rigueur, donc dans les recherches qu'on va faire. Il faut connaître les sources de référence, savoir où chercher ce dont on a besoin. Il y a un de mes mentors qui m'avait dit il y a quelques années, il faut cultiver le doute. Donc, c'est la plus grande qualité d'un réviseur. Il ne faut pas, quand on révise un texte, se dire « Ah, ça doit être ça. Je pense que c'est ça, je ne suis pas sûre, mais ça, ce n'est pas une pensée qu'il faut avoir comme réviseur. Il faut vraiment dire « OK, je ne suis pas sûre, l'accord du participe pensé de... » Je vais vérifier la règle, ça prend 15 secondes, puis on a réglé la question. Donc, le doute, la minutie, la rigueur, bonne capacité de concentration, être capable de travailler sous pression parce que des fois, ça va quand même assez vite. Donc, évidemment, il faut connaître la grammaire le plus possible, syntaxe, les règles de grammaire, syntaxe, ponctuation, typographie. Donc, il faut bien maîtriser le code linguistique, évidemment. Mais c'est sûr
les règles de grammaire sont nombreuses, ils sont pointus, il y a des exceptions, il y a ci, il y a ça. Donc, on a la chance d'avoir des outils de référence très fiables qui existent. Donc, il faut les connaître, il faut savoir comment les utiliser efficacement. La capacité de jugement aussi pour les sources de référence. Il faut cultiver le lâcher-prise. C'est sûr qu'un texte, on pourrait toujours le travailler encore et encore et encore. Mais bon, je reviens à mes fameuses contraintes de temps. Donc, il y a ça d'une part, mais d'autre part, il y a des études qui démontrent que passé un certain moment, on va le détériorer si on continue à travailler dessus. Si on continue à trop travailler parce qu'on veut le rendre parfait, là, on va plutôt faire l'inverse, puis on va introduire des erreurs. Ce qu'on peut faire aussi, c'est demander tout de suite à quelqu'un, un collègue, de leur lire. Est-ce que la tâche du réviseur est plus difficile que celle du traducteur? Elle est légèrement différente, puis c'est complémentaire, en fait. Peut-être qu'il y a un niveau de difficulté peut-être un peu plus élevé dans le sens où bon, le réviseur va peut-être avoir justement un peu plus d'expérience, une connaissance un peu plus pointue du domaine ou de la langue. La traduction, c'est pas facile, donc il y a toutes les recherches à faire au départ aussi, donc tout l'effort de transposition qui est quand même une tâche qui est pas simple. Puis le réviseur, ben c'est autre chose. Non, il n'y a pas à faire la transposition de la langue, sauf qu'il faut qu'il vérifie que ça a été fait adéquatement, donc que le sens est bien reflété. Donc, je ne dirais pas non, c'est pas plus difficile. Chaque l'engagé a vraiment ses propres difficultés, donc les difficultés auxquelles il est confronté. Donnez-vous le temps d'apprendre. Prenez tout ce qu'on vous offre à l'université, prenez toutes les expériences que vous pouvez avoir, faites du bénévolat, offrez vos services donc à vos amis, à votre famille. Allez aussi à la recherche de toutes les expériences de travail que vous pouvez avoir, de pratiquer. Puis faites-vous conseiller, prenez un mentor. Donc, je pense que c'est comme ça que vous allez construire donc toutes vos compétences. Puis, ça va vous permettre aussi de vous démarquer une fois sur le marché du travail. Je pense, si vous avez une belle liste de petites expériences rémunérées ou bénévoles, donc en traduction, en révision. Donc, ça peut être utile, mais soyez proactif aussi dans votre démarche. C'est cliché de dire que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est en révisant qu'on devient réviseur aussi. Il n'y a pas de recette magique. C'est vraiment l'expérience, la pratique. Un grand merci à Atissa Bélan pour sa participation et au plaisir de vous voir pour le prochain podcast. Tous les épisodes sont disponibles sur ma page Facebook, ma page YouTube et ma page LinkedIn.